Bonjour. Ma communication portera donc sur Ulysse de Joyce et l'invention du corps. À son ami Frank Budgen, Joyce avait confié vouloir écrire avec Ulysse l'épopée du corps humain. Et lorsque Budgen lui avait objecté mais l'esprit, les pensées des personnages, Joyce aurait répondu s'il n'avait pas de corps, il n'aurait pas d'esprit. Joyce se proposait ainsi d'écrire l'épopée d'un corps complet, engagé au fil du jour et de la nuit dans diverses actions qui engagent elles-mêmes différentes parties de l'organisme. Ainsi, les corps joyciens mangent, boivent, marchent, désirent, courent, chantent et chient, et les pensées que l'on voit défiler accompagnent ce véritable carnaval organique, de sorte que lorsque Léopold Bloom a faim, nous dit Joyce, il pense aux jambonneaux de sa femme Molly, alors même qu'il aurait pu, à un autre moment du jour, penser à elle sans cet arrière-fond gastronomique. Comme on le sait, Joyce, dans les différents schémas qu'il a composés pour accompagner son œuvre, se propose ainsi d'attribuer un organe pour chaque épisode. Aux discussions théoriques sur l'œuvre de Shakespeare dans l'épisode Charybde et Scylla, Joyce fait donc correspondre le cerveau, tandis qu'au réveil matinal organisé autour de la quête de Léopold pour des rognons correspondent les reins. Ulysse se présente en un certain sens comme l'étude infiniment minutieuse de ce corps complet, appartenant à un homme lui-même complet, puisque comme le confie encore une fois Joyce à Budgen, Léopold Bloom doit hériter de la complétude humaine de l'Ulysse d'Homère, qui seul, dans le panthéon des grands héros littéraires, à la différence de Hamlet, de Faust ou même du Christ, est à la fois père et fils, amant et mari, compagnon d'armes courageux sur les murs de Troie, et fin renard, cherchant à se faire passer pour fou afin d'éviter de partir à la guerre sur les rivages d'Ithaque. Pour autant, cette complétude organique et humaine n'occupe pas tout l'espace de l'ouvrage. Les 3 premiers épisodes de l'Ulysse se consacrent bien davantage au fameux alter ego de Joyce, Stephen Dedalus, qui lui ne possède ni femme ni enfant, ni père ni mère, désavoue ses compagnons sous l'espèce de Mulligan, ainsi que sa patrie irlandaise, à propos de laquelle il médite son exil prochain. De plus, dans le schéma Linati, Joyce n'a attribué aucun organe à ces 3 épisodes focalisés sur Dedalus. Comme si, à la corporité triomphante de Leopold Bloom, s'opposait le corps manquant de Stephen Dedalus, cantonné à une étrange présence spectrale sur laquelle s'ouvre le roman. Pour renforcer peut-être ce contraste, Joyce a d'ailleurs procédé, à propos de cette ouverture, à une mise en parallèle très précise des 3 premiers épisodes centrés sur Stephen et des 3 suivants centrés sur Bloom. En effet, alors qu'à partir de l'épisode 4, la suite des épisodes mime très précisément la suite chronologique des heures jusqu'à la fin du jour, les épisodes 4, 5 et 6 répètent les heures auxquelles nous avons déjà assisté aux épisodes 1, 2 et 3. Lecteurs, nous pouvons donc observer 2 routines matinales, simultanées bien que distantes, et qui se trouvent ponctuées par la récurrence d'éléments communs. Notre hypothèse est alors que c'est par ce jeu de récurrence que Joyce organise quelque chose comme une enquête sur la possibilité et l'impossibilité d'avoir un corps. Stephen, dès son réveil dans la tour de Sandikov, assiste, pour sa part, à la dérive obsessionnelle et douloureuse de ses pensées vers la mort récente de sa mère. Celle-ci, par-delà la frontière séparant les morts des vivants, semble continuellement l'appeler à lui, requérir l'intégralité de son espace psychique, jusqu'à conduire Stephen à pousser ce cri « Goule, mâcheuse de cadavres, non, mère, laisse-moi être et laisse-moi vivre ». Car la présence spectrale de la mère morte semble contaminer l'ensemble du monde physique et sensible dans lequel évolue Stephen. L'océan qu'il peut contempler depuis la tour est ainsi rendu semblable à une masse liquide d'un vert terne, qui évoque aussitôt un bol de porcelaine blanche resté près de son lit de mort, qui avait recueilli la bile verte et glaireuse arrachée à son foie pourrissant dans des accès bruyants de vomissements ponctués de gémissements. Mais c'est non seulement l'océan, qui se trouve métamorphosé en une masse de déjections toxiques, mais aussi bien le lait matinal, qui est imaginé avoir été produit par de vieilles mamelles rabougries, ainsi que la fumée de la graisse frite de bacon, qui menace d'asphyxier Stephen et ses amis. Le monde du jeune Dédalus est donc rempli de présences étouffantes et toxiques, qui commandent une attitude constante de méfiance et de fuite de sa part, attitude mimée par la disjonction entre les passages à la troisième personne narrant le déroulement des activités matinales, et les sauts brusques et abrupts dans la pensée de Stephen, qui ne cesse de dériver, au plus haut point, de son monde angoissant. À une corporité blessée, irritée par la présence d'un monde maternel et étouffant et violent, répond donc une pensée qui ne cesse de jouer un même refus de ce monde, pensée qui s'absente, et surtout peut-être qui s'acharne à nier son propre ancrage corporel. Car comme l'écrit la psychanalyste Pierra Olanier dans son ouvrage La violence de l'interprétation, la complémentarité originaire du corps du nourrisson et de ses objets, tout particulièrement des objets maternels qui sont dans le premier épisode d'Ulysse, Légion, conduit, lorsque ces objets se révèlent source de déplaisir, à une automutilation de la part du bébé. Nous pouvons penser la séparation et la différence entre le sein frustrant et la bouche ou la main qui l'accueille,
Le petit enfant est conduit, en cas de souffrance, à se mutiler psychiquement d'un même geste, et du sein et de sa bouche, et de l'objet, et de la zone de son propre corps qui l'accueille. L'absence d'organes liée à ces 3 premiers épisodes trouve ici peut-être une justification possible. Steven, envahissant relâche par un monde maternel toxique, ne trouve pour seule solution que de sacrifier son propre corps, de déserter sa corporité et de se réfugier dans une série de spéculations métaphysiques labyrinthiques desquelles il se constitue prisonnier, seulement pour mieux échapper aux risques que compose ce dehors angoissant. Mais ce que l'on observe également, c'est que les pensées de Steven, si elles ne cessent de prendre la distance par rapport à sa situation actuelle, répètent un même refus de ce monde, comme si la pensée, confrontée à un monde sensible indigérable, était astreinte à répéter son refus de celui-ci. Encore une fois, nous trouvons chez Pierra Olagnier un certain éclairage de ces processus, puisque selon elle, si la pensée consiste avant tout en la métabolisation d'éléments du monde extérieur et du corps propre, la pensée ne cesse de réfléchir sa propre activité, de sorte que lorsque cette métabolisation se révèle impossible du fait de la nature insoutenable des informations métabolisées, la pensée continue à représenter sa propre impossibilité, c'est-à-dire son refus intime de penser. Il nous semble donc que la situation qui ouvre le lys de Joyce puisse être qualifiée de la sorte. Face à un monde sensible imprégné par la présence d'une mère toxique et envahissante, Steven Dedalus est comme sommé de se décorporiser, de se refugier dans une pensée sans ancrage, qui ne fait que répéter son refus du monde, c'est-à-dire aussi bien son refus d'être. Reste alors à confronter cette situation initiale avec sa répétition ou sa reprise dans les premiers épisodes consacrés à Leopold Bloom, dont le nom, loin d'évoquer l'atmosphère raréfiée et renfermée d'un labyrinthe de pierre, est au contraire l'indice d'un épanouissement floral en quête de lumière et donc d'extériorité. Bloom est en effet, dès le début de l'épisode 4, jeté en mouvement dans une série d'activités liées entre elles par une suite de désirs, alimentaires ou sexuels, dans lesquels on retrouve les éléments qui marquaient les épisodes consacrés à Steven. Alors qu'à la fin de l'épisode 3, Steven est condamné à inspirer, à fouler une poussière de mort, à dévorer les abats pisseux de tous les morts, Bloom lui commence sa journée par un régal d'abats, de gésier au goût de noisette, de tranches de foie pané frites, de laitances de morue frites et enfin de rognons de mouton grillés qui lui laissent sur le palais la saveur légèrement acidulée d'un délicat goût d'urine. Ce à quoi nous semblons donc assister, dès le premier paragraphe de l'épisode 4, c'est donc un réinvestissement désirant de ces mêmes déjections corporelles vécues comme envahissantes et angoissantes par Steven. Si Bloom possède un corps, il nous semble, c'est donc parce que les objets sensibles qui entourent sa présence organique sont doués d'un attrait, parce qu'ils rayonnent d'une promesse de plaisir qui engage Bloom dans sa déambulation physique et mentale. En effet, les pensées de Bloom, loin de refuser le réel à la manière de Steven, ne cessent de s'y pencher, de s'y mêler avec une curiosité amusée et légère. Voyant sa chatte ronronner au pied de sa table, il se demande si, étant donné leur différence de taille, elle le considère comme une tour. Non, se répond-il alors, car elle peut me sauter au visage. À une corporité réussissant à nouer un lien désirant aux objets du monde, répond donc une pensée qui ne répète plus sa propre impossibilité, mais au contraire louvoie, s'abandonne aux événements prosaïques et inattendus du quotidien. Mais plus encore qu'un simple plaisir pris au monde qui l'entoure, il nous semble surtout que Bloom témoigne une capacité à réinvestir le réel d'une puissance d'attrait, processus qui apparaît avec toute sa bonhomie durant l'épisode 6, Hades. Leopold Bloom, observant des tombes, s'y demande « Mais qu'est-ce qu'un cadavre ?» avant de répondre « De la viande avariée. » Soit, et qu'est-ce que le fromage ? Du cadavre de lait. Par cette analogie rapprochant le fromage d'un cadavre, la pourriture semble ainsi recyclée en aliment comestible et source de désir, de sorte que la pensée de Bloom ne se contente pas seulement de désirer, mais tout autant de rendre comestible ou désirable une partie de la réalité cadavérique, vécue comme impossible pour Steven. Ainsi, Bloom n'est pas seulement celui qui possède toujours déjà un corps, comme il posséderait toujours déjà sa complétude d'homme entier, il est celui qui ne cesse de rendre possible d'avoir un corps, car par sa pensée et ses désirs, il rend possible l'habitation d'un monde vivant et désirable, monde qui est la demeure à partir duquel l'ouvrage de Joyce, tout entier, semble prendre son envol. Merci.